Dans cette vidéo, on va traiter une limite très intéressante, une limite d'une intégrale entre a et b d'une fonction f de t multipliée par le sinus de n fois t dt, lorsque n évidemment tend vers plus infini. Et on va démontrer que cette limite est égale à 0. Les prérequis de cet exercice, c'est la connaissance des techniques d'intégration, et notamment l'intégration par exemple par partie, qui est une technique très utile, qui peut être utilisée par les élèves de première année classe préparatoire, mais également par les élèves de terminale. Donc évidemment les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à n'importe quel moment à stopper la vidéo, à mettre sur pause, essayez de faire par vous-même pour vous confronter à l'exercice, essayez de voir si vous arrivez à trouver la bonne technique, la bonne méthode pour aboutir au calcul de la limite. Autrement, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Si vous appréciez ce type de contenu, n'hésitez pas à me dire en commentaire également, à me proposer d'autres exercices ou d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde sur cette chaîne. Et donc les amis, on va commencer le traitement de cet exercice. Alors ici les amis, l'objectif c'est simplement de calculer la limite. Donc on considère, pour énoncer l'exercice, on considère une fonction f de classe C1 sur un intervalle sur un segment AB, de classe C1, je l'ai dit tout à l'heure, ça signifie que la fonction f est dérivable sur l'intervalle AB et que sa dérivée est continue sur l'intervalle. Alors, il faut démontrer, donc il faut prouver que si vous prenez l'intégrale entre a et b de f de t et vous multipliez à l'intérieur par sinus de n fois t, donc évidemment t c'est la variable d'intégration ici, le n c'est un paramètre, et si vous prenez le n et vous le faites tendre vers l'infini, vous prenez n, vous faites tendre vers l'infini, et bien ça nous donne 0, d'accord? C'est ce qu'il faut démontrer. Alors évidemment les amis, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous voulez faire par vous-même, autrement regardez la vidéo jusqu'au bout pour comprendre le raisonnement. Alors ici, c'est un peu particulier parce que vous voyez, j'ai le n qui est à l'intérieur de l'intégrale, le n on va le faire tendre vers l'infini. Comment on fait? Alors, évidemment, c'est assez simple en fait à comprendre en réalité, puisque en gros, il faut calculer cette intégrale lorsque n il est très très grand, lorsque n tend vers l'infini. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas simplement dire sinus nt, calculer la limite de sinus nt en plus infini, puisque justement la sinus en fait en plus infini n'a pas de limite, hein. Le sinus est une fonction qui oscille, donc on ne sait pas à quoi c'est égal en plus infini, donc on ne peut pas simplement dire ok en fait la limite n'existe pas parce que la limite du sinus n'existe pas. Il va falloir qu'on réfléchisse à un moyen de transformer peut-être cette intégrale là. Et donc quand vous observez cette intégrale, donc l'intégrale entre a et b de f de t multiplié par sinus nt dt, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez d'abord un truc tout bête, c'est que vous avez un produit à l'intérieur, d'accord? Un produit de deux fonctions. Donc évidemment la fonction f qui est de classe C1 sur AB, et vous avez une fonction sinus nt qui est infiniment dérivable évidemment par rapport à la variable d'intégration ou la variable t. Donc, j'ai un produit, j'ai une intégrale, et j'ai une fonction qui est de classe C1. Alors, classe C1, ça devrait aussi vous mettre la puce à l'oreille, et ça devrait vous mettre, avec évidemment le fait que vous ayez un produit à l'intérieur, sur la piste de ce qu'on appelle une intégration par partie. Une intégration par partie. Alors, une intégration par partie, c'est quoi? Une IPP. Une IPP, c'est simplement dire que si vous avez deux fonctions de classe C1, U et V, sur un intervalle AB, en fait, l'intégrale d'un produit qui est du type U' fois V dt, donc U' de t fois V de t dt, vous pouvez l'écrire sous la forme U de t, alors U de t fois V de t entre A et B, et ici, vous faites moins l'intégrale entre A et B, et là, vous inversez les fonctions. Donc en gros, vous allez avoir U de t, c'est V' qui va être intégré, d'accord? Pourquoi nous avons ça? Pourquoi nous avons cette propriété essentielle? Alors je ne vais pas rappeler comment on fait pour démontrer ça, mais je pourrais, parce que c'est pas du tout compliqué en fait à comprendre. Parce que si vous voulez U de t fois V de t, si vous avez un produit de deux fonctions et que vous voulez dériver, qu'est-ce que vous obtenez? Souvenez-vous, vous obtenez U't fois V de t plus U de t fois V' de t, n'est-ce pas?
Donc si vous voulez en fait intégrer entre A et B le produit U de t fois V de t prime dt, c'est l'intégrale de ce truc-là, n'est-ce pas? Or, la primitive de U fois V prime, c'est justement U fois V, n'est-ce pas? Donc U de t fois V de t entre A et B. Et donc, cette intégrale-là, en fait, si vous remplacez U de t fois V de t par cette expression, U' fois V plus UV', vous pouvez décomposer en deux intégrales. Donc U't V de t dt plus l'intégrale entre A et B de U de t fois V' de t dt, n'est-ce pas? Et donc vous pouvez obtenir que l'intégrale de U' de t V de t dt entre A et B, si vous ramenez le deuxième terme du premier côté, ça va vous faire U de t fois V de t entre A et B, moins l'intégrale entre A et B de U fois V' de t dt. Et donc ce qui nous donne la formule de l'IPP, de l'intégration par partie, qui est ici. Alors, ok, bon, maintenant j'ai rappelé l'intégration par partie, c'est très bien tout ça, mais comment ça va s'articuler ici, comment ça va s'intégrer, comment cette technique va être appliquée justement à ce calcul qui semble de prime abord compliqué, pas forcément adapté, quoique si, il est plutôt adapté parce qu'on a un produit en réalité dans ce qu'on doit calculer dans l'intégrale. Donc effectivement, on a un produit, on a f et on a sinus. Donc à chaque fois que vous devez appliquer une intégration par partie, qu'est-ce que vous devez avoir en tête? Vous devez avoir en tête que le plus important dans une intégration par partie, pour que votre intégration par partie soit réussie, il faut que vous fassiez le bon choix de fonctions. Je m'explique, c'est-à-dire qu'il faut choisir entre les deux fonctions facteurs de ce produit-là, celle qui va être considérée comme une dérivée et celle qui va être dérivée par la suite. Ok? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est assez simple, c'est plutôt simple. Pourquoi, à votre avis, on nous a dit dans l'énoncé que la fonction f est de classe C1? C'est pour justifier, entre autres, que la fonction petit f, évidemment, est continue pour qu'on puisse l'intégrer, mais également qu'on puisse la dériver et qu'on puisse intégrer sa dérivée, puisqu'il faut que sa dérivée soit continue pour l'intégrer. Donc du coup, je vais considérer que ma fonction U' de t, si vous voulez, c'est quoi? C'est sinus de... Alors, U', je vais considérer que c'est sinus de n de t, parce que je peux dériver le sinus sans difficulté, et V de t, pardon, parce qu'on peut intégrer sinus sans difficulté, et V de t, je vais considérer que c'est f de t. Pourquoi? Parce que je suis autorisé à dériver f de t. F' de t, et donc f' est en plus continu. Je vous rappelle que f est de classe C1, dérivée continue. Ça veut dire qu'elle est dérivable et sa dérivée est continue. Donc du coup, si j'écris ça comme ça, c'est comme si j'avais U' fois V en fait dans le cœur de l'intégrale. Donc U de t ici, qu'est-ce que je vais écrire? U de t c'est la primitive du sinus. Alors c'est quoi la primitive du sinus? Attention les amis, c'est sinus n de t. Primitive du sinus en général c'est quoi? C'est moins cosinus, d'accord? Parce que moins cosinus dérivé, ça va faire moins sinus, donc ça fait sinus. Mais attention, on a un n qui est ici, c'est pas sinus de t, c'est sinus nt, donc il faut que je divise par n. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que quand on a, par exemple, on dérive cosinus de at plus b, d'accord? On a une fonction, c'est comme si on dérivait une composée, d'accord? Alors n'oubliez pas ici que vous devez faire la dérivée du cosinus, en fait, qui est du coup moins sinus de at plus b, sans oublier de dériver at plus b. Donc ça va faire moins a sinus de at plus b. Ça, beaucoup d'élèves l'oublient. Donc on a une composée ici, faites très attention. Et du coup, si vous voulez la primitive de sinus at plus b, ça va faire donc la primitive de sinus de at plus b dt, c'est du coup si je divise par moins a, ça nous fait moins 1 sur a fois cosinus de at plus b, évidemment plus constante, si je veux la primitive. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. On a sinus nt, la primitive de sinus nt, ça va être moins 1 sur n cosinus de nt, très important. Et la dérivée évidemment de f, c'est f', tout simplement. Ok? Très bien. Alors évidemment les amis, vous pouvez mettre, comme encore une fois je le rappelle, vous pouvez mettre sur pause à n'importe quel instant. Essayez de digérer ce que je vous dis, notez dans une petite fiche si jamais il y a des choses que vous risquez d'oublier. N'hésitez pas aussi, si vous vous sentez capable de terminer le raisonnement tout seul, à mettre sur pause et à finir l'exercice. Feel free, comme on dit en anglais. Alors, donc du coup, l'intégrale entre a et b de f de t sinus
nt dt, je vais appliquer l'intégration par partie. Donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais prendre u fois v, je vais mettre ça entre crochets, et je vais pouvoir calculer entre a et b. Donc, ça va nous faire moins 1 sur n fois cosinus nt fois ft, donc cosinus nt fois f de t, tout ça entre a et b, et je vais faire moins, donc moins le produit du coup que j'ai des éléments que j'ai à droite, donc moins 1 sur n fois cosinus nt fois f' de n fois f' de t. Donc du coup, alors moins ça va faire plus, n'est-ce pas? Et le 1 sur n, c'est une constante, donc je peux la sortir de l'intégrale. Donc ça va faire plus 1 sur n, l'intégrale entre a et b de quoi? De f' de t cosinus nt dt. Très bien. Ok, bon, bah c'est super, c'est très intéressant. Et bien là, qu'est-ce qu'on va en faire de cette intégration par partie, de cette formule-là? Très intéressant. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, d'abord, les crochets, on peut les calculer, n'est-ce pas? Donc ça va nous faire moins 1 sur n cosinus nb, f de b. Moins, ça va faire plus 1 sur n cosinus na, f de a. Bon. Voilà. Et donc, plus 1 sur n, évidemment, plus 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de f' de t cosinus nt dt. Ok, bon, écoutez les amis, là déjà, il y a un truc qui est assez évident, que vous pouvez tous voir. Ce truc-là, ça tend vers 0, et ce truc-là, ça tend vers 0. Pourquoi? Bah parce que le cosinus qui est ici, le cosinus qui est ici, lui, le cosinus, je peux le borner. Vous savez, hein, quel que soit x appartenant à r, cosinus de x est inférieur en valeur absolue à 1. Donc vous avez cosinus de nb, en fait, qui est inférieur à 1, quel que soit n appartenant à n ici, n'est-ce pas? Donc vous avez moins 1, en fait, moins 1 sur n cosinus nb fois f de b. Alors, si vous prenez ce truc-là, ça, c'est inférieur à quoi? C'est inférieur tout simplement à 1 sur n fois la valeur absolue de f de b, n'est-ce pas? C'est assez simple à voir. Hein. Donc du coup, et comme ce truc-là, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, n'est-ce pas? N est au dénominateur ici. Si vous faites tendre n vers l'infini, ça va vous faire une constante sur l'infini, ça fait 0. Voilà. Donc, et vous avez ce truc-là aussi qui tend vers 0, c'est la même chose, hein, c'est juste cosinus na. Donc vous bornez la valeur absolue de cosinus na, vous multipliez des deux côtés par 1 sur n fois f de a, ça tend vers 0. Donc les deux premiers termes tendent vers 0, il n'y a pas de difficulté, n'est-ce pas? Aucune difficulté, voilà. Donc en fait, si vous voulez, je peux l'écrire autrement pour éviter de faire tout ce machin là, tout ce brouillon. On peut juste dire, on peut juste écrire par ailleurs, hop, on peut carrément garder les crochets, moins 1 sur n cosinus nt f de t entre a et b, ça tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, d'accord? On peut écrire ça. Oui, parce que en fait, le cosinus ici peut être borné par 1, donc majoré en valeur absolue par 1. Si je divise par n, une constante divisée par l'infini, ça va faire 0 lorsque n tend vers l'infini, donc ça tend vers 0. Maintenant, on va s'intéresser au deuxième terme. Donc le deuxième terme, c'est celui-ci, donc c'est 1 sur n fois l'intégrale de f' de t cosinus nt dt. Est-ce que vous voyez ou pas, les amis? Vous voyez ce que je vais faire? C'est assez simple, c'est la même chose, hein. C'est à peu près la même chose. Alors, d'autre part, qu'est-ce qu'on a? On a la valeur absolue de cosinus nt est inférieure à 1. Je sais que le cosinus, quelle que soit la valeur qu'il prend en compte, est inférieur ou égal à 1. Donc, puisqu'on a notre valeur absolue du cosinus est inférieure à 1, donc évidemment, les amis, si vous multipliez ça des deux côtés par f' de t fois cosinus nt, tout ce truc-là, il est inférieur à quoi? Il est inférieur, évidemment, à la valeur absolue de f' de t, n'est-ce pas? C'est inférieur à la valeur absolue de f' de t. Donc, du coup, si vous multipliez par 1 sur n et vous intégrez entre a et b de la valeur absolue de f' de t cosinus nt dt, on est inférieur à 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f' de t
dt. Et vous savez que la valeur absolue d'une intégrale f est inférieure à l'intégrale de la valeur absolue de f. Vous savez ça. Donc du coup, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire du coup que la valeur absolue de 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de f' de t cosinus nt dt, on est inférieur à quoi? On est inférieur à ce truc-là. Donc puisqu'on est inférieur d'une part au terme de gauche, on est forcément inférieur à 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f' de t dt. Et ça tend vers quoi, ça? 1 sur n fois l'intégrale. Vous voyez bien ici l'intégrale de f' de t dt entre a et b, comme étant donné que f est de classe C1, ce truc-là, c'est une constante, en fait. Donc, lorsque n tend vers plus infini, bah, vous avez une constante divisée par n, en fait. Donc, ça tend vers 0, n'est-ce pas? Donc, comme vous avez la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur n, fois l'intégrale entre a et b de la valeur absolue de f' de t dt est égal à 0, alors vous avez votre second terme qui tend vers l'infini, qui tend vers 0 également. Donc ça tend vers 0, ce truc-là tend vers 0, et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Par conséquent, donc par conséquent le deuxième terme, donc ici que je peux... Alors en fait, on peut appeler le deuxième terme pour simplifier Bn, mais je vais l'écrire entièrement. Donc la limite lorsque n tend vers l'infini de 1 sur n fois l'intégrale entre a et b de f' de t fois cosinus nt dt est égal à 0. Du coup, en fait, par intégration par partie, on a fait apparaître deux termes, en fait, qui additionnés nous donnent l'intégrale qu'on cherche. Et lorsque n tend vers l'infini, évidemment, les deux termes qui décomposent l'intégrale qu'on cherche tendent vers 0, ce qui signifie par conséquent que la limite lorsque n tend vers l'infini de quoi? De l'intégrale entre a et b de f de t sinus nt dt est égal à 0. C'est très intéressant. Donc, si vous prenez n, vous faites tendre vers l'infini. Si vous avez l'intégrale entre a et b de f de t sin nt dt, ça tend vers 0. Vraiment un exercice hyper intéressant, hyper classe, hyper élégant. Merci les amis d'avoir regardé jusqu'au bout. Je ne le dis pas dans toutes les vidéos, mais si vous souhaitez prendre des cours particuliers avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez le lien de contact en description de cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. C'est très important pour que la chaîne gagne en visibilité. Et je vous dis les amis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.